J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour à toutes et à tous, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans la moindre langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors cette semaine on va revenir sur les 100 jours du Premier ministre Gabriel Attal, quel bilan, quelle perspective comme on dit à Sciences Po, s'est-il bien installé dans le job? Et puis on évoquera le cas Raphaël Glucksmann, l'homme qui monte très fort dans les sondages à gauche dans la perspective des européennes du 9 juin. Et puis on va évoquer le penchant prononcé, c'est un délicat euphémisme du président Macron pour les commémorations et cérémonies. Est-il en train de se transformer en commémorateur? Coulisses, analyse et décryptage tout de suite avec nos invités. Alors, pour en parler autour de la table, l'élite des éditorialistes, les Top Guns du décryptage, la crème de la crème. Et aujourd'hui, comme d'habitude, mais j'ai envie de dire encore plus que d'habitude. À chaque fois, il fait le coup à tout le monde, t'inquiète. C'est la Dream Team. Et tout d'abord, l'inévitable Françoise Degois. Salut les amis. Éditorialiste politique communicante. Bonsoir Françoise. L'indispensable Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut IFOP. Bonsoir Frédéric. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et last but not least, au téléphone, il a eu un petit souci de déplacement, l'incontournable Michael Bloch, journaliste aux Échos. Bonsoir Michael. Bonsoir David, bonsoir à tous. Bonsoir Michael. Bonsoir Michael. Alors, je vous rappelle la règle du jeu, même si vous la connaissez par cœur. Bien sûr, pas de off, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter, bien entendu. Tout ceci reste entre nous. Alors, il s'apprête à fêter demain ses 100 jours à Matignon. Le Premier ministre Gabriel Attal et d'ailleurs, pour fêter ça, s'il effectuera un déplacement pour parler autorité, laïcité, justice des mineurs. Il prendra la parole chez nos confrères de BFM TV. Alors, Frédéric Dabi, je me tourne vers vous. Un premier diagnostic. Comment les Français jugent-ils le plus jeune Premier ministre de notre histoire, un peu plus de 3 mois après sa nomination? Quel est son rapport à l'opinion? Alors, on est passé de la bienveillance à l'impatience. Pour autant, je suis frappé de voir à quel point, bien sûr, il n'y a pas eu d'état de grâce pour Gabriel Attal, on se souvient du contexte de son arrivée surprise, mais il y a un crédit de confiance à son égard. Prenons les dernières données IFOP fiduciales pour Paris Match et Sud Radio qui ont été diffusées mardi soir, où il a 50% de bonnes opinions. Et il y a une dichotomie entre une image personnelle qui est plutôt bonne, des traits d'image qui lui sont associés, je le dis très directement, que j'ai rarement vu associé pour un homme politique depuis le Sarkozy de la place Beauvau. Dynamisme, volontarisme, il veut des résultats, il veut faire bouger les choses avec comme acte lourd ce qui s'est passé à l'éducation nationale. Ces 6 mois, une sorte de parenthèse enchantée où les Français, à tort à raison, mais c'est comme ça qu'ils l'ont perçu, ont une impression qu'il bousculait le mammouth. Mais je dirais que le réel le rattrape. Alors, le réel d'opinion, c'est une cote de popularité sur sa personnalité qui reste fort, 50%, des soutiens très massifs chez les personnes âgées, dans l'électorat de droite et de Renaissance. C'est l'homme politique, avec Édouard Philippe, qui a les meilleurs résultats chez les sympathisants LR. Alors je crois qu'il n'est pas LR, il vient même du Parti Socialiste, il est au cabinet de Marisol Touraine. Mais sur l'action, il y a une impatience. Il y a le sentiment qu'il y a beaucoup de com', beaucoup de paroles, pas assez de résultats. Ce qu'il arrivait à faire à l'éducation, au compte public, changer la vie, faire des annonces, c'est beaucoup plus compliqué à l'hôtel Matignon. Alors, il arrive toujours à jouer sur la distinction, le levier du crédit à son encontre, à son profit, c'est au porte-parole, il a fait oublier Sibeth Ndiaye, à l'Éducnat, il a fait oublier Pape Ndiaye. À Matignon, et c'est extrêmement cruel, alors que après le départ d'Édouard Philippe, il y a eu un regret qui a duré des mois pour Édouard Philippe. Après le départ de Jean Castex, il y a eu quelques semaines de « Ah, quel dommage, Castex, etc. » Borne, les Français l'ont enterré, pardon de dire ça, ou ont fermé très vite la page Borne, mais c'est clair qu'il pâtit du retour au réel, de ce qui se passe sur la dette et des questions liées à l'insécurité. Il va, je crois, à Viry-Châtillon pour en parler demain. Absolument. Alors, vous citiez la question des résultats. Je le rappelle, à Matignon, le 9 janvier, jour de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne, il le disait, des résultats. De ce point de vue, même si, bien sûr, ça ne fait un peu plus que 3 mois et qu'il faut lui laisser le temps, j'ai envie de dire, comme Cyrano de Bergerac,
C'est un peu court, jeune homme, Françoise Degois. Oui, c'est très court. Après, j'entends ce que dit Frédéric parce qu'il a le nez dans l'opinion, il a le nez dans autant les cantis, mais surtout les calis. C'est ce qui est le plus important. Après, comment dirais-je, Gabriel Attal a été lancé comme un paquet de lessive, j'ai envie de dire, par Emmanuel Macron dans le grand bain pour contrer. En priorité, c'était ça, l'idée de contrer Jordan Bardella. Parce qu'après tout, on peut se dire qu'il y a deux phénomènes politiques dans ce pays. C'est Bardella et c'était Attal. Pourquoi est-ce que je dis c'était Attal? Parce que je mets l'imparfait, parce que aujourd'hui Gabriel Attal, malgré ses punchlines et son talent de communicant, d'abord j'ai toujours été très sévère avec lui, j'ai toujours dit qu'il avait les défauts d'Emmanuel Macron sans avoir ses qualités. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette forme d'arrogance, de narcissisme, le sentiment, tous les journalistes d'ailleurs qui l'ont suivi en déplacement au Canada sont tous revenus en disant il pense vraiment déjà qu'il est président, c'est-à-dire il n'a pas une attitude de Premier ministre, il a une attitude de président. Donc ça, c'est très ennuyeux parce que sa désillusion sera grande. C'est ça le premier point. Et en fait, il se heurte à ce qui est probablement la chose qui... ce mot faisait disjoncter Nicolas Sarkozy. Il n'allait pas chercher un sens freudien à cela, mais ça le faisait disjoncter. Vous vous en souvenez d'ailleurs à l'époque. Il se heurte à l'impuissance. En réalité, ce que renvoie Gabriel Attal aujourd'hui, c'est de l'impuissance. Et c'est malgré lui. Je suppose qu'il serait beaucoup plus libre et beaucoup plus... il galoperait plus en liberté sur un ministère même régalien. Il a voulu Matignon, il n'a pas pu résister à l'appel de Matignon, il l'a eu, mais finalement, il en a les conséquences. Et comme les copains, et lui plus peut-être encore, car il a envoyé des signes encore plus actifs, c'est l'impuissance. Et ce qu'il envoie, je ne parle pas sous l'opinion, je parle en termes d'analyse politique, il envoie l'impuissance sur tout. C'est-à-dire l'impuissance à régler la crise des agriculteurs, l'impuissance sur les violences, l'impuissance, c'est très bien de parler de la parenthèse enchantée de l'éducation nationale. On va en parler combien de temps pour un mot sur la Baïa, sérieusement. Bonjour le bilan. Il n'y a pas eu que ça. Non, mais il n'y a pas eu que ça. Mais regardez le résultat. Donc, Gabriel Attal, pour moi, il est enferré et enquisté dans ce qui se dégage au fond et qui est en train de l'abîmer. C'est l'impuissance, et puis, qu'est-ce que vous voulez, l'ombre portée du chef à l'Élysée, qu'il ringardise un peu d'une certaine manière. Moi, je trouve qu'il ringardise un peu Macron, enfin, qu'il le vieillit. Et évidemment, il faut qu'il sorte de cela, mais ça se passera pas sans casser la vaisselle. Ça me paraît évident. Verdict sévère de Madame la procureure Françoise Degois. C'est ça. Michael Bloch, votre avis, comment vous jugez ces premiers pas? Est-ce que vous considérez que le Premier ministre s'est installé dans le costume? Moi, je juge qu'il imprime quand même. Il imprime. Moi, j'étais assez frappé quand même de voir encore la semaine dernière quand il a répondu à l'Assemblée à la France Insoumise sur le 7 octobre en leur rappelant qu'il ne parlait jamais des otages, qu'il ne parlait jamais de qui avait déclenché l'attaque du 7 octobre, de manière très forte et très puissante. Voilà, on est sur Radio J, je suis sûr qu'un certain nombre d'auditeurs ont vu ce type de séquence. Parfaite pour les réseaux sociaux, je dirais, moins d'une minute, avec beaucoup de punch, beaucoup de choses fortes et qui plaisent. Et c'est Attal, voilà, comme d'une certaine manière Bardella, c'est quelqu'un qui a compris ces codes-là, qui a compris que fallait avoir des phrases chocs. Après, sur la question de l'action, je rejoins un petit peu mes petits camarades, si je dois dire. Il se heurte, il est en train de se heurter au réel. On l'a vu sur la taxe lapin avec Doctolib. Voilà, à Gabriel Attal, ils annoncent une taxe lapin, et puis Doctolib leur dit non, mais en fait, nous on veut pas s'occuper de ça nous intéresse pas, etc. Donc ça va être plus compliqué que prévu. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse avec Doctolib, on parlait de l'impuissance, et on voit à quel point en fait le fait que l'État n'a pas su innover sur ce genre de choses, sur ces startups, je dirais, même s'il y a des startups d'État, ça a fait que Doctolib, c'est une entreprise privée et elle est en capacité de dire à l'État: nous, ça nous intéresse pas, parce que l'État n'a pas les moyens. Ils ont été très utiles pendant la période vaccinale où ils se sont mis ensemble. L'État, Doctolib et d'autres plateformes ont beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, voilà, elles ont pris une certaine puissance que quand on parle de maladies et d'assurance maladie en France, il faut forcément compter avec Doctolib et l'État peut plus faire tout ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est Gabriel Attal, il se heurte aussi à ça, entre autres impuissance. Évidemment, on va parler, j'imagine, du budget, du déficit, de l'assurance chômage où la majorité renacle un peu à ses idées.
Mais voilà, et puis effectivement, on y a avec les grands fauves, que ce soit Bruno Le Maire, évidemment Emmanuel Macron, tout n'est pas hyper simple. Mais c'est vrai qu'il a un avantage, c'est que tout ce qu'il dit, enfin pas tout ce qu'il dit, mais beaucoup de choses qu'il disent ont un impact dans l'opinion parce que il dit des choses fortes. Mais Matignon, c'est pas que parler, c'est aussi agir. Alors, il y a quand même un bémol à ce que vous dites, Mickaël, dans l'opinion, puisque comme le rappelait Françoise, il avait été quand même nommé pour rivaliser avec un autre jeune homme qui monte, Jordan Bardella, 28 ans, là, vedette du RN, qui caracole dans les sondages à plus de 30%, avec parfois plus de 15 points d'avance sur la liste macroniste. Frédéric Dabi, on peut dire que de ce point de vue-là, enfin, à 2 mois du scrutin européen, c'est quand même pas une réussite, non? Oui, en tout cas, je dirais... Pas une réussite, je dirais que le match n'a pas encore eu lieu. C'est vrai que notre rolling IFOP fiducial pour LCI et le Figaro montre que un écart très fort, une liste RN qu'on n'a jamais vue à ce niveau-là. Hein. C'était 25% en 2014. La dernière fois qu'une liste a dépassé 40% aux européennes, c'était une liste double. C'était RPR-UDF en 84, conduite par Simone Veil. Là, on en a combien aujourd'hui? On est à 32,5 dans notre rolling du jour. Donc c'est vrai que... Et combien pour les macronistes? 17,5. Donc on a quand même 15 points d'écart. C'est énorme. Est-ce que c'est rattrapable? Je ne le pense pas, mais bien sûr, ça reste entre nous, personne ne nous écoute. Il faut être très prudent sur les sondages. Les Français ne sont pas rentrés vraiment dans cette campagne européenne. J'entends ce que dit François sur l'impuissance. L'impuissance, c'est une catastrophe pour un homme politique parce que c'est le moment où il y a une sorte de dissonance, où les Français disent cette personnalité ne matérialise plus la promesse du politique, elle ne change plus la vie. Et c'est vrai que Attal a réussi à imposer une sorte de méthode qu'il avait montrée à l'Éducnat, qu'il a complètement perlé lors de son discours de politique générale. Un constat, une action. Alors sur la taxe lapin, sur le fait de contrôler davantage les chômeurs, ça marche encore chez les Français. C'est un peu un fait divers, une loi, quoi. Oui, voilà. Même si, alors c'était très très Sarkozy ça de ce point de vue-là, même si c'est vrai que de plus en plus je vois une impatience avec le registre de la tromperie sur le mode. Il parle beaucoup. Est-ce que ce qu'il annonce, et l'exemple de la taxe lapin était très intéressante, c'est le deuxième sujet dont les Français ont le plus parlé dans notre baromètre des conversations IFOP fiducial pour match. Est-ce que ça va pas créer une déception? Là où j'ai un petit point de divergence par rapport à Françoise, mais elle n'est pas sur l'opinion. Elle est sur une analyse qui est, on va faire vite, Attal, c'est Macron. Eh ben, c'est pas ce que disent les Français. Il y a une vraie distinction entre eux. Attal paraît sur quoi beaucoup plus clair. Il parle clair, il parle net, il parle cash, et Attal donne le sentiment de vouloir agir sur la vie quotidienne quand Emmanuel Macron est pris par l'international et connaît une très très sévère passe, parce que ce qui s'est passé sur la dette, c'est pas seulement un enjeu qui compte pour les Français, c'est la mise à mal d'un des derniers leviers de crédibilité du macronisme qui est eux. Ils savent gérer. Et les fameux Mozart de la finance. Voilà. Et ben là, les Français se rendent compte que la situation est encore pire que par le passé. Donc, Attal navigue avec toute une série de contraintes. Je pense que la question de débattre ou pas, ferrailler ou pas avec Bardella ne s'oppose pas pour lui. Il doit le faire puisqu'au soir du 9 juin, si la liste de la majorité fait du 16 comme l'UMP en 2004, bravo sûr. Françoise, ou en 2014 les 14%, on dira, comme en 2014, c'est la faute de Hollande et Valls ou c'est la faute de Chirac, il doit y aller. C'est à lui qu'on présentera l'addition évidemment. Alors, sur le fond, Françoise, de quoi l'attalisme est-il le nom? Il y a la volonté de désmicardiser la France, si on résume à grands traits, il l'avait annoncé lors de sa déclaration de politique générale, il l'a brandi à chacune de ses sorties médiatiques. Il y a aussi la restauration de l'autorité couplée à la défense de la laïcité, d'une certaine réhabilitation de la hiérarchie. C'est un discours assez réac, hein, tout ça quand même. C'est un discours de droite. Bien sûr, il y a bien longtemps que Attal est socialiste comme je suis archevêque. Il était déjà assez droitier quand il était, comment dirais-je, au cabinet de Marisol Touraine. Et puis il était surtout très opportuniste. C'est-à-dire que, voilà, moi je suis sévère avec Attal parce que j'en ai tellement vu passer des Gabriel Attal dans les cabinets. C'est-à-dire ils sont valsistes sous Valls, hollandais sous Hollande, royalistes sous Royal. Vous avez raison, mais il y en a peu qui arrivent à Matignon quand même. Oui, il y en a beaucoup, mais toute cette bande est arrivée au plus haut niveau. Stéphane Séjourné, c'est pareil. Vous savez, il était stagiaire au cabinet de Ségolène Royal. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point on voit assez peu de qualité quand on voit le jeune stagiaire qui est malin, qui sort de Sciences Po, mais enfin bon, ça casse pas, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Et les voir arriver comme ça, on se dit, il y a quand même autre chose qui est rentré en ligne de compte, qui s'appelle probablement l'entre-genre, la capacité à éliminer les autres, mais etc. C'est important en politique quand même. Peut-être c'est important, mais ça va pas très loin.
Qu'est-ce qui restera de Stéphane Séjourné quand Emmanuel Macron aura quitté le pouvoir sérieusement? Qu'est-ce qui va rester de Gabriel Attal? De quoi Attal est-il le nom? Il est le nom de là où tombe le vent et où tourne le vent. Et en fait, aujourd'hui, Gabriel Attal, il est le nom plutôt de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que moi, je rejoins ce que dit Frédéric sur le fait que, mais je suis plus sévère que lui. C'est-à-dire que j'ai jamais dit qu'il ressemblait à Sarkozy, à Macron. Je dis que c'est Macron avec tous les défauts et sans les qualités. Il y a quand même quelque chose d'assez un peu philosophique. Voyez-vous, Gabriel Attal va nous faire même regretter Emmanuel Macron. Il y a quand même quelque chose de corseté. Il y a quand même il y a une forme de densité intellectuelle que n'a absolument pas, évidemment, Gabriel Attal. Gabriel Attal, il est dans son air du temps. C'est un punchliner. Il disait des résultats. Mais c'est de la com. C'est Sarko. En réalité, si vous me dites de quoi est-il le nom dans le corpus idéologique, moi, je pense que si je suis électrice de Nicolas Sarkozy en 2007, je vois le jeune Gabriel arriver, je dis, tiens, revoilà Sarko. C'est-à-dire, très volontariste, on va tout nettoyer au Karcher, vous vous souvenez, le cinéma, finalement, ça n'a jamais été pire qu'au bout de son quinquennat, blablabli, blablabla. Vous comprenez bien que ça, Frédéric, il le mesure tous les jours. La démonétisation de la parole politique, c'est épouvantable, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Ces gens-là nous ont fait beaucoup de mal. Mais mon camp aussi nous a fait beaucoup de mal. François Hollande aussi est un enfant de la télé. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est des gens qui sont rentrés avec l'explosion des chaînes info, tout info, avec les réseaux sociaux. En plus, cette génération, elle est tartinée, la génération Bardella-Attal, elle est tartinée à la télé, aux chaînes info et aux réseaux sociaux. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, ça ne bascule pas, et comment voulez-vous comment voulez-vous avoir des résultats à partir du moment où votre seule obsession est de trouver la punchline en 1 minute? C'est bien sûr que c'est difficile de résumer une pensée, mais quelle est la pensée? Et la pensée de Gabriel Attal peut encore varier en fonction de l'ère du temps. Il a compris que la France est à droite, il est à droite. Demain, la France redevient rouge ou rose vif, il sera rouge et rose vif. J'ai aucun problème là-dessus, j'en suis même sûr. Alors, vous en parliez tout à l'heure, son déplacement... Ça s'appelle le pragmatisme, Françoise. Comment? Ça s'appelle le pragmatisme. Oui, ça s'appelle. Non, mais Michael, d'accord, si vous voulez l'appeler ça du pragmatisme. On pourrait aussi parler d'opportunisme. Alors, justement, vous en parliez, Françoise. Depuis le Québec, il y a quelques jours, il s'est lancé dans un discours devant les députés de l'Assemblée locale. Un discours en forme d'ode à la jeunesse. On l'écoute tout de suite. Pour moi, le Québec, c'est là où l'on ose. Il y a 5 ans, alors que j'étais secrétaire d'État chargé de la jeunesse, je m'étais rendu au Québec auprès des jeunes de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Je reste marqué par ces échanges, par l'énergie de la jeunesse québécoise, qui exigeait de nous de l'action et des solutions face aux défis de leur génération, de ma génération. Par l'engagement de la jeunesse québécoise, qui voulait tenir la plume de son avenir. Marqué par l'audace de la jeunesse québécoise, prête à entreprendre, à innover, à travailler dur pour accomplir ses rêves. L'appel de cette jeunesse tonne. Il tonne des 2 côtés de l'Atlantique avec la même force et la même détermination. Alors nous avons un devoir, leur répondre. Alors, c'est par la jeunesse, toujours par la jeunesse, que nous triompherons, a-t-il ajouté. Est-ce que, Michael, il ne pense pas un peu aussi à lui, hein, c'est le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la 5e, de sa propre jeunesse, comme un atout pour la suite et pour 2027 ? Oui, c'est sûr, comme disait François Hollande, c'est un enfant de la télé, oui, Gabriel Attal, c'est un enfant de TikTok. Ça, c'est clair et net. Sur la jeunesse, il pense à lui, évidemment. J'ai l'impression que dans le portrait qu'il fait de la jeunesse québécoise, je l'entends aussi par rapport aux difficultés et aux doutes qu'a la jeunesse de France. On a une jeunesse avec où il y a beaucoup de gens qui subissent du harcèlement. C'est devenu un sujet majeur dans l'opinion. Une jeunesse où on voyait les chiffres dernièrement, 1 jeune sur 5 a subi des épisodes dépressifs. C'est un chiffre qui paraît énorme. Et une jeunesse qui est parfois aussi hyper violente. On le voit avec les derniers épisodes de faits divers ou des passages à tabac, des choses absolument atroces, véritablement atroces. Et donc c'est aussi là où Gabriel Attal, j'ai l'impression qu'il veut montrer que même en France, on doit avoir l'espérance et que la jeunesse est le lieu de toutes les possibilités. Et évidemment,
qu'il pense à lui, alors on ne sait pas, 2027, 2032, il est encore peut-être un peu tôt pour le dire, mais voilà, il ne nous a pas échappé que Nicolas Sarkozy, on a beaucoup parlé de lui dans cette première partie de l'émission, a dit que Gabriel Attal avait les qualités pour devenir président de la République. Je pense que, en général, à Matignon, on commence toujours par dire, alors peut-être pas Gabriel Attal, on commence toujours par dire qu'on pense pas à la suite, et puis très vite, on pense, je dirais, à l'étage au-dessus, mais plutôt au palais d'à côté. L'appétit vient en mangeant. Alors justement, sur la jeunesse, Frédéric Dabi, est-ce que les 18-25 sont séduits par le style et l'action de Gabriel Attal? Alors c'est là, David, qu'il y a un véritable paradoxe. On pourrait croire une sorte de soutien identificatoire pour ce plus jeune Premier ministre de la Ve République, faisant suite aux années Fabius. Et justement, Gabriel Attal a une cote très minoritaire chez les plus jeunes. Si je prends notre dernier IFOP fiducial pour Match, il a une cote d'un tiers de bonnes opinions chez les moins de 35 ans, 35% chez Gabriel Attal, chez les 18-24, quand Édouard Philippe et François Hollande sont très majoritaires chez les jeunes. C'est toujours ça. On imagine toujours que les jeunes ont des choix et des logiques affinitaires, que par exemple les jeunes sont favorables au droit de vote pour les moins de 16 ans, c'est pour droit de vote à 16 ans, c'est pas ça du tout. Il y a chez les jeunes une très forte colère, notamment sur la question du chômage, de l'emploi et d'une forme de droitisation et surtout de l'insuffisance sur l'action climatique vis-à-vis de Gabriel Attal. C'est pas lui en tant que tel, c'est tout le gouvernement. Je suis d'accord, c'est marrant d'ailleurs de voir dans votre IFOP, mon cher Personnes Frédéric. âgées, 64. Ouais, c'est intéressant, très intéressant. Oui, bien sûr, c'est le genre idéal. Ou le petit-fils idéal, ça, il y a plutôt plus de ça. Je regardais votre IFOP et c'est intéressant de voir par exemple que ce qui embarque la jeunesse, en réalité, c'est Jordan Bardella et les Insoumis. Alors, Jordan Bardella, beaucoup plus que, comment dirais-je, les Insoumis, mais il y a quelque chose qui s'est passé avec le vieux Mélenchon. Vous vous souvenez, la tendresse de la jeunesse pour Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle. J'en étais dingue, il était devenu quasiment la star iconique d'une partie de la jeunesse. Et il y a cet attrait aussi pour le combat du RN. Pourquoi ? Parce que on voit quand même que la jeunesse qui est politisée, elle va moins vers la social-démocratie classique, elle va moins vers les républicains, elle va vers des lignes très fortes et très marquées, et notamment, on le voit, Frédéric le dira probablement mieux que moi, on voit vraiment, et je le rejoins complètement, l'injustice sociale, l'injustice climatique et l'injustice de la vie et de la capacité à tracer une espérance. Gabriel Attal, son discours à la jeunesse, moi je suis resté, excusez-moi, je suis une vieille andouille, avec Jean Jaurès. Ben bien sûr, parce que c'est le plus beau discours qu'un homme politique ait jamais prononcé pour la jeunesse. Il est absolument sublime dans la cour du lycée d'Albi. Après tout le reste, si vous voulez, c'est Pipoland. Hein. Ok, dire oh là là, c'est la jeunesse qui a l'avenir d'un pays. Merci beaucoup, monsieur, de nous l'avoir expliqué. C'est-à-dire qu'on ne le savait pas nous-mêmes, hein? Pas du tout. Eh bien, on va quitter un peu Pipoland. Merci à tous les trois pour ces explications instructives. On se retrouve très vite. Il est choqué, Frédéric. Il est tellement bien élevé. Non, il a l'habitude. Avec moi. On se retrouve très vite pour évoquer le cas Raphaël Glucksmann, l'homme qui monte à gauche, solide ou pas. On va le voir tout de suite. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Éric Ciotti, bienvenue. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. François Durugy, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Philippe Juvin, bonjour. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Françoise Degois, Frédéric Dabi, Michael Bloch. Alors incontestablement, on le disait, c'est l'homme qui monte à gauche dans la perspective des européennes du 9 juin prochain. Raphaël Glucksmann, tête de liste PS, lentement mais sûrement grignote des points. Frédéric Dabi, est-ce que pour vous, il est vraiment dynamique ? Alors, je serais assez prudent. C'est incontestablement le troisième homme, quand on est quantitatif, arithmétique, 32-33 pour la liste Bardella, 17-18 pour la liste Hayet de la majorité présidentielle, et entre 11 et 12, 11 et demi ce soir dans l'Eurorolling IFOP fiducial
LCI Figaro, je citais tout le monde, Sud Radio, pardon. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il a 3 sources électorales. Il a une capacité à peut-être aller très haut. Première source, on en parlait, l'électorat Mélenchon 2022. Ces électeurs de gauche qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon pour éviter Marine Le Pen au second tour, qui sont vraiment choqués par les dérives et les comportements de Jean-Marie Mélenchon, comme disent des sympathisants de gauche. Donc, depuis le 7 octobre. Voilà, depuis le 7 octobre. Et dans notre rolling, selon les jours, il y a 20 à 25% d'électeurs Jean-Luc Mélenchon qui choisissent la liste Glucksmann. Deuxième source, l'électorat Jadot. 2019, Jadot, c'était le vrai troisième homme. Il fait 13,5%, une très forte poussée, une réussite pour Europe Écologie Les Verts. Et ces électeurs écolos sont un peu orphelin d'un parti écologiste qui s'est noyé dans une NUPES qui est très peu incarnée par Marine Tondelier et Marie Toussaint, qui a des qualités mais qui est très peu connue. Qui a disparu dans cette campagne. Pour l'instant, pour les Français, donc, il en prend entre 25 et 30%. Troisième source, et c'est là où il y a vraiment un élément d'incertitude, et je ne vais pas me prononcer, un électorat Macron. 2022, venant plutôt du centre-gauche, qui a voté, effet drapeau, éviter que Marine Le Pen soit au second tour, cri d'orfraie face à une certaine radicalité sociale et écologiste de Jean-Luc Mélenchon, et Glucksmann en prend entre 8 et 12%. Si ça continue à monter, oui, dynamique, oui, peut-être inversion des courbes, pour l'instant, on ne le voit pas. Vous y croyez au croisement, au fameux sacro-saint croisement des courbes qu'on voit à chaque élection ? Je n'ai pas à y croire ou pas. Il y a eu des élections où il y a eu 10 croisements des courbes, présidentielle 2012, et 2007, Hollande Sarko, ça s'est joué. Bayrou-Ségolène. Voilà, Bayrou-Ségolène. On avait même évoqué en 2012 le croisement possible Hollande-Mélenchon qui avait occasionné le fameux 75%. Voilà, c'était vraiment un mythe. Mais là, en tout cas, on a failli avoir Bayrou qui croise Ségolène oui, en 2007. Mais ça ne s'est quand même pas fait. Ouais. Là, moi, ce qui me frappe, c'est que pour l'instant, l'efferment d'une dynamique Glucksmann sont là, il est de plus en plus connu, il a gagné 7 points de popularité dans le baromètre Match, mais pour autant, pour l'instant, je trouve que les choses sont figées parce que tout simplement, on sait que les élections européennes produisent des dynamiques fortes en fin de campagne. Est-ce que quelque chose, vous qui connaissez très bien la gauche, Françoise Degois, est-ce que quelque chose se passe de ce côté-là de l'échiquier avec Raphaël Glucksmann ? En tout cas, oui, il faut que ça se passe. C'est-à-dire que moi, il est comme toujours tellement élégant, Frédéric Dabi, mais quand je vais dire ce que je vais dire, il va dire oui, bien sûr. Bien sûr, il y a 3 sources chez Raphaël Glucksmann, mais je pense que le moteur le plus profond, en réalité, il est d'ordre quasiment psychologique, c'est comment en finir avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a toute une partie de l'électorat social-démocrate qui a aussi d'ailleurs... moi, par exemple, j'en fais partie en 2022. Oui, mais parce que vous citiez les 3 sources, mais il y a une 4e source, c'est celui-là qu'on n'a pas évoqué, c'est l'électorat socialiste qui avait disparu à la présidentielle. L'électorat socialiste qui avait disparu, moi... je suis une socialiste depuis toujours, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas simplement que la dynamique du vote utile sur la présidentielle. Mélenchon était très bon dans sa campagne, il était excellent sur le social, c'était le meilleur en termes d'orateur, de vision... Vraiment, honnêtement, il aurait mérité d'être au second tour. Maintenant, on se rend compte avec le recul que, heureusement. Mais je veux dire par là qu'il y avait quelque chose de très puissant chez Mélenchon qui pouvait attirer cet électorat. Mais il y a le 7 octobre. Je pense que Mélenchon n'a pas encore mesuré à quel point il a détruit lui-même en une demi-journée ce qu'il avait mis 15 ans à construire. Je l'ai dit, Frédéric est témoin. 2 jours après le 7 octobre, je lui ai dit, voilà comment on détruit une vie et à quel point il avait tout à fait... Il n'a pas mesuré le fracas que ça allait provoquer chez des gens comme moi. Et c'est pas simplement générationnel. C'est vous avez au moins 50% des électeurs de Mélenchon du second tour, du premier tour 2022, qui ne sont plus chez lui parce qu'ils ne veulent plus. Un chiffre, enquête IFOP-CRIF qui a été diffusée la semaine dernière pour la Tribune dimanche, 59% de son électorat du 10 avril se déclare mécontent de ses prises de position sur Israël et le Hamas. 59%. Voilà, j'étais sur des mais on est au-dessus. Donc ça veut dire, en plus de ça, que c'est pas le 7 octobre, c'est le paroxysme d'un dérapage qui commence très vite, qui commence avec les émeutes, qui commence avec Médine. Là, on commence à se dire, mais qu'est-ce que c'est cette créature ? Et puis comme les Médine, Français, invité aux universités d'été, des Verts et de LFI. Mais je développe un peu parce que vous imaginez pas à quel point les Français sont politiques. Ils le sont autant que vous et moi autour de ce plateau. On voit bien la ligne qui est en train de prendre Mélenchon à partir de bien avant, comment dirais-je, le 7 octobre. La rupture commence vraiment sur les positionnements, sur les violences et sur les émeutes, sur Médine. On sent, et puis sur son attitude avec les autres leaders de la gauche. Donc, dans le succès
annoncer, en tout cas, cette place de troisième homme. Moi, je l'aime pas trop parce qu'on ne sait pas comment ça tourne, le troisième homme. Hein. Je me souviens tellement de Jean-Pierre Chevènement. Ça a été terrible en 2002. On l'a fait monter, on a failli le croiser. Il était à 16% en février. Il termine misérablement au-dessus de 5 et on lui fait porter le chapeau de l'échec de Jospin. Oui, mais à l'inverse, Frédéric le citait, il y a Yannick Jadot qui part très bas et qui arrive en troisième position en fin de campagne. Non, c'est le vote du dernier jour, Yannick Jadot. C'est-à-dire que le vendredi, vous le voyez même pas. Il a 9 ou 10, il finit à 13. Il finit à 13 parce qu'il est la valeur refuge. Dans l'isoloir, on se dit c'est un peu le bordel. Allez hop, je mets Jadot, je suis sûr. Est-ce que Glucksmann, c'est ça, pour moi, le grand défi de Glucksmann, c'est est-ce qu'il va être le vote du dernier jour dans l'isoloir ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être cette personne dont on dit, dans ce bordel général, il est clair, qu'est-ce que signifie Raphaël Glucksmann ? Que veut-il nous dire ? Où est-ce qu'il nous amène ? Voilà. S'il arrive à clarifier ça, il bénéficiera du moteur d'une social-démocratie qui se dira on a un moyen, au moins sur ces européennes, de montrer que nous ne sommes pas condamnés à l'hégémonie Jean-Luc Mélenchon. Donc, je pense, moi, que le moteur profond, caché, qu'on ne voit pas, c'est cet électorat de gauche qui cherche absolument un successeur à Jean-Luc Mélenchon. Et je dirais que le parallèle, vous le retrouvez dans les sondages, peut-être que je fais des parallèles un peu idiots, mais Fred le dira, avec la montée tranquillement et doucement de François Ruffin qui s'installe tranquillement et doucement dans l'électorat parce qu'on se dit il faut sortir en fait de Mélenchon. Je sais pas. Alors juste un mot pour Michael Bloch. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que les Insoumis payent l'addition de leur position sur la guerre en Ukraine, mais surtout sur la guerre entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre, avec des outrances antisionistes, pour ne pas dire franchement antisémites ? Michael ? Il est clair que du côté de Mélenchon, ils ont perdu un certain nombre de voix. Voilà. Frédéric Dabi a rappelé les sondages. Les chiffres sont absolument indiscutables. Et c'est vrai que Raphaël Glucksmann, il parle, je dirais, de manière claire, mais surtout nuancée. Il est clair sur l'Ukraine, sur le fait qu'il faut soutenir l'Ukraine. Il est clair sur Israël et il a une position nuancée, voilà, en disant quand il faut condamner des possibles bavures de l'armée israélienne, il le dit. Quand il faut dire que le Hamas est un groupe terroriste qui a provoqué le 7 octobre et qu'il n'y aurait pas eu de guerre sans ça, il le dit aussi. Et il dit aussi, voilà, quand Mélenchon a eu la bonne idée de faire une conférence avec un logo... on va en parler tout de suite, après. Ah oui, d'accord, avec une seule terre, voilà, en fait, Glucksmann l'a tout de suite critiqué, a été aussi extrêmement clair. Je pense que aussi il est assez bien identifié dans l'opinion, et je crois que du côté de la liste macroniste, pour le coup, c'est plutôt un échec pour le moment, parce que Valérie Hayer, voilà, personne ne la connaît là pour l'instant, et pour voter pour quelqu'un à une élection, il faut avoir une petite identification, connaître un petit peu la personne, savoir qui on vote, parce que voilà, même si on est électeur macroniste, c'est pas pour autant dire qu'on va voter pour Valérie Hayer si la personne, on ne la connaît absolument pas. Donc voilà, peut-être que la campagne fera qu'on va découvrir une championne. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On l'espère pour les macronistes, s'ils veulent faire un bon score. Mais voilà, mais de toute façon, oui, il a le croisement des courbes, on peut commencer à l'envisager, et voilà, on se rappelle que les européennes, c'est un monde de surprises. Il y a toujours quasiment une surprise. Voilà, 84 le FN, 94 tapis, les Verts 2009-2019. Enfin, je vais pas vous faire toutes les élections, mais il y a eu très très souvent une surprise, et Glucksmann, il peut effectivement faire un bon score, et il pourrait en tirer en partie à gauche, peut-être un petit peu pour la suite. C'est sûr. Alors justement, Frédéric Dabi, est-ce qu'il est en train de siphonner, vous faisiez référence au début de notre débat, à ce point, les voix insoumises? Quels sont vos chiffres là-dessus? Parce que là, pour le coup, il n'y aura pas de croisement des courbes entre le PS et LFI. Non, pour l'instant, et ça serait très intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier, j'entends ce qu'a dit Michael, qui est très juste, on sait qu'il y a toujours des phénomènes forts électoraux à une élection européenne, mais une élection européenne, traditionnellement, n'a aucun impact sur le cycle électoral. J'appelle cette élection une élection singleton, une élection autarcique. 94 aussi percé de Philippe de Villiers. 9 mois après, il fait 4 à la présidentielle. 2009-2019, les Verts disent ça y est, c'est pour nous la gauche. On voit ce qui s'est passé au scrutin suivant. Là, sauf dissolution, que personne autour de notre table et autour de nos auditeurs ne peut prévoir, ça sera le seul scrutin à dimension nationale du quinquennat. Donc il ne pourra pas ne pas avoir un effet fort, notamment à gauche, notamment pour la recomposition. Imaginons une liste
PS place publique à 13, des Insoumis à 7, des Écolos à 9, un PC à 4, c'est pas le rapport de force de l'élection présidentielle. Ça fait bouger les lignes. Il y a aussi un autre élément, une autre source. On n'a pas beaucoup parlé d'Europe là. Il y a quand même quelque chose qui change fondamentalement et qui est compliqué pour la liste de la majorité. Le fait que Valérie Ayé soit pas très connue, c'est pas encore la question. Nathalie Loiseau était très très peu connue. Elle a fait quelques boulettes. Oui, mais vous savez très bien, Frédéric, que c'est Emmanuel Macron qui a mené campagne. C'était un vote macronien, c'était un vote pro-européen. Là, en 2019, vous étiez pro-européen dans un contexte Frexit, Trump, vous pouviez quasiment que voter pour la liste de la majorité. Glucksmann était trop peu connu. Là, quand vous êtes pro-européen, vous avez un peu le choix. Bellamy n'est pas anti-européen. La liste Glucksmann n'est pas une liste anti-européenne, donc il y a une concurrence forte. Et dans un contexte aussi international très très tendu, Glucksmann peut aussi recueillir le réceptacle d'un électorat de centre, du centre-gauche pro-européen. Alors, Michael Bloch, il faisait allusion à la conférence sur l'actualité en Palestine organisée demain à l'Université de Lille avec le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon et la juriste franco-palestinienne Rima Hassan, qui est, je le rappelle, en 7e position sur la liste LFI. Une conférence qui fait grand bruit, indignation de la Macronie dans un premier temps, qui dénonce la propagande d'extrême gauche, puis la droite et l'extrême droite rentrent dans la danse. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, demande même l'annulation de la conférence. Et Raphaël Glucksmann a regretté sur TF1 que Jean-Luc Mélenchon, je cite, s'affiche avec le logo d'une association qui nie l'existence de l'État d'Israël pour annoncer la conférence. Donc c'est la carte effectivement de la Palestine, mais il n'y a plus d'État d'Israël. Oui, c'est de From the River to the Sea. Oui, exactement, de la rivière à la mer, du Jourdain à la Méditerranée. Et je cite encore Glucksmann, quand on est un parti politique, on ne s'affiche pas avec des logos qui nient l'existence de l'État d'Israël. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Est-ce que Xavier Bertrand a raison de demander l'interdiction de cette conférence? Je note que Raphaël Glucksmann est très, très nuancé et j'apprécie beaucoup cette nuance parce que bien sûr, il condamne le logo. Il n'est pas question d'assumer ça, mais il dit, au-delà de ça, je suis contre ces interdictions. Et moi, je suis tout à fait contre ces interdictions. Je pense que d'abord, Jean-Luc Mélenchon a fait un choix totalement raté, stratégique. Mais Rima Hassan va être un boulet jusqu'à la fin de la campagne pour Jean-Luc Mélenchon. C'est évident, avoir le choix d'être le candidat et d'être la liste de la paix, c'est une erreur fondamentale. Et en plus, en avoir fait le tremplin et le premier tour de la présidentielle, c'est encore plus une erreur. Je ne comprends pas à quel point Jean-Luc Mélenchon a pu se dérégler, lui qui a plutôt un GPS politique le plus fin de la classe politique. Il s'est complètement trompé. Rima Hassan, pour moi, est un repoussoir, en tout cas, de tout cet électorat qui allait tranquillement vers Mélenchon et qui n'ira plus jamais parce qu'il est inacceptable d'être négationniste comme ça. Et voilà. Après, Glucksmann a raison de dire ce qu'il dit, mais fondamentalement, la liberté d'expression ne peut pas se découper en morceaux. Moi, je suis cohérente avec moi-même. C'est-à-dire que, aussi sûrement, je ne suis pas soupçonnable de pouvoir supporter, on connaît ma position depuis le 7 octobre, ce type de conférence délirante, ok ? Pas plus que il n'est supportable pour moi que Nigel Farage, Éric Zemmour et Viktor Orbán se réunissent à Bruxelles, dans la banlieue de Bruxelles, pour une grande conférence politique, un grand brainstorming. C'est aussi insupportable pour moi. Mais ce qui est insupportable au-dessus de tout, c'est que le maire socialiste de la commune de Saint-Josse à Bruxelles, proche d'ailleurs de Erdogan, Émile Kir, c'est chouette ça pour la gauche belge, bonjour, ça nous fait vachement plaisir, interdit cette conférence. Zemmour arrive avec des flics qui bloquent l'entrée. Je ne suis pas soupçonnable d'aimer un milliardième ce que porte Éric Zemmour. Et Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, on veut leur interdire d'entrer. On ne peut pas fonctionner comme ça. La liberté d'expression, est-ce que avant toute ça chose. ne peut pas. On est Charlie, on n'est pas Charlie. Ça ne peut pas se découper en morceaux. Moi, j'adore Bardella qui hurle en disant oui, on entrave la liberté d'expression, mais dans le même temps, Sébastien Chenu, ça ne le gêne pas de censurer et d'interdire la conférence de Jean-Luc Mélenchon. Donc en gros, il y a des bonnes conférences et des mauvaises. Moi, je ne me situe pas là-dessus et je ne suis ni la gauche sectaire ni la droite sectaire. Nous sommes des républicains. Nous n'avons pas à avoir peur de ce type de conférence d'extrême gauche et d'extrême droite parce que la République est plus forte que ça. Voilà. Vous êtes d'accord, Frédéric? Alors, oui, à titre personnel, je suis plutôt d'accord. Moi, je vais plutôt revenir sur Jean-Luc Mélenchon. Mais où est le scrutin européen? Où est une campagne européenne? Mais c'est un contresens et les électeurs vous font toujours payer quand vous vous trompez d'élection. Quand vous projetez sur une présidentielle. Il a dit que c'était une sorte de premier tour d'élection présidentielle. Alors, je donne un point de
correction par rapport à ce que j'ai dit. Dans son électorat, il y a 51% de mécontents et pas 59. Les 59, ce sont les sympathisants de gauche. Et où il y a quand même beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai que cette conférence plus d'un sur deux. Non, mais c'est quand même extrêmement fort pour quelqu'un qui a voulu être élu, entre guillemets, Premier ministre, qui a réussi ce coup de génie avec la NUPES. Mais qui a 400 000 voix du second tour, quand même. Et qui échoue à très peu de voix du second tour. On voit que son image est complètement disloqué. Et quand je disais tout à l'heure Jean-Marie Mélenchon, c'est pas une phrase que j'ai inventée, ce sont des verbatims assez drôles mais bien trouvés, qui fait que, et là je fais une petite parenthèse David, c'est une opportunité historique de Marine Le Pen qui a donné la tunique du réprouvé, du repoussoir à Jean-Luc Mélenchon, et elle, tranquillement, protégée par Jean-Luc Bardella, protégée par Jordan Bardella, voilà, je prends encore le prénom, protégée par sa campagne européenne dynamique, avance tranquillement vers 2027. Mais en tout cas, la question de la conférence de Rima Hassan n'intéresse pas les Français. Donc, contresens et erreur de campagne supplémentaire. Pour conclure rapidement, Michael Bloch, est-ce que vous êtes d'accord avec Françoise Degois? Est-ce que le cas Rima Hassan est un repoussoir pour l'électorat de gauche et l'électorat en général? Je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit François sur le fait que Glucksmann avait été très nuancé, qu'il ne faut pas interdire la conférence, voilà, sur la liberté d'expression. J'ai été totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. Sur Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, son pari, clairement, c'est d'aller chercher des voix dans les banlieues, dans un certain électorat qui peut être abstentionniste, et pour les amener au vote en les mobilisant sur cette question. C'est pour ça aussi qu'il fait ce tour des universités, des facultés, pour mobiliser une jeunesse aussi qui est beaucoup plus pro-palestinienne que ne l'est un électorat plus âgé. Michael, il va également faire le tour des cités. Hein. Vous avez vu qu'il commence à Marseille aussi. Ouais. Bien sûr, évidemment. Donc voilà, son pari, c'est de mobiliser les abstentionnistes. Est-ce que ça va marcher? Extrêmement compliqué, vu que c'est une élection où historiquement les gens vont pas forcément beaucoup voter, même si la dernière il y avait un regain de participation. Donc à mon avis, effectivement, le pari risque d'être pas mal. En tout cas, dans les sondages, c'est ce que ça montre aujourd'hui. Alors on n'est jamais à l'abri d'une surprise, que la stratégie fonctionne, et que une fois qu'on parle de plus en plus de la campagne, ça permet de mobiliser cet électorat abstentionniste. Mais honnêtement, je pense pas. Et pour l'instant, effectivement, il y a plus de points à perdre du côté des gens un peu social-démocrates qui ont pu voter pour lui parce que c'était le vote utile en 2022. Social-démocrate ou de gauche de manière générale, qu'à y gagner en mobilisant les abstentionnistes. Mais on verra si son pari sera gagnant. Pour Frédéric, moi, très rapidement, est-ce que ça peut marcher de mobiliser les abstentionnistes des quartiers populaires de banlieue et disons les mots, l'électorat musulman? Oui, ça avait été une manne pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle. Dans les données IFOP fiduciales pour TF1, il prenait, je crois, plus de 70% de l'électorat musulman qui était allé voter. Mais la question de la mobilisation de cet électorat moins politisé que les autres se pose. Et en plus, il y aura, on l'a appris, je crois, hier avant-hier, des listes Free Palestine, comme il y avait eu les listes de Dieudonné et Soral en 2009, Euro-Palestine, score très modeste, mais des scores parfois très élevés dans certains bureaux de vote et dans certaines banlieues. Merci les amis pour ces explications instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour évoquer la commémorationnite aiguë du président Macron qui n'en finit plus de célébrer anniversaire ou disparition de personnalité. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Gilles William Gonadel, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Sophie Cluzet. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous.
Françoise Degois, Frédéric Dabi, Michael Bloch, ça reste entre nous. Il n'en finit plus de commémorer. Emmanuel Macron, il s'est rendu hier dans le Vercors pour les commémorations du 80e anniversaire du débarquement. C'était le début. Le président s'était déjà rendu au début du mois sur le plateau des Glières, autre maquis décimé au musée mémorial d'Isieux où des enfants juifs furent raflés par la Gestapo. Alors hier, c'était la première fois qu'un président participait à une cérémonie d'hommage au massacre de 73 villageois de Vassieux, dans la Drôme, par la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich. On l'écoute. Celui qui montait au Vercors accomplissait alors un choix moral, résister ou collaborer. Et les hommes de la milice qui sont retournés dans la vallée une fois commis leur crime à Vassieux avaient tranché autrement ce dilemme. Serviteurs du régime de Pétain et Laval, soldats sous le commandement de Joseph Darnan, ces Français trahissaient la France par volonté de vengeance, par pulsion de pénitence. Français prêts à tuer d'autres Français. Et avec eux, cette certaine idée de la France. Français rongés par l'esprit de défaite, inséparables de la haine de la République. Car ce n'était pas seulement un temps où les Français ne s'aimaient pas. C'était aussi un temps où des Français n'aimaient pas la France. Oui, ceux-là n'aimaient pas la France des Lumières, celle de 1789 et de l'an 2. Ils n'aimaient pas Voltaire, Rousseau, Hugo et Zola. Ils n'aimaient pas De Gaulle et l'esprit de résistance, non. Ils n'aimaient pas la France. Il n'aimait pas la France. Un hommage très politique, non, Françoise, à 2 mois des Européennes? Oui, c'est un hommage très politique. Évidemment, on voit tous les messages, les ennemis de la France, les ennemis de l'intérieur, et puis la puissance de l'Europe. Après, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de faire passer des messages subliminaux avec... le texte est toujours assez bon avec Emmanuel Macron, mais alors vraiment, je trouve que l'interprétation est de plus en plus fatiguée. Moi, il y a un côté maintenant chez Emmanuel Macron qui je trouverais touchant de tristesse pour lui. C'est-à-dire que j'ai quand même le sentiment de voir quelqu'un qui court, qui ne sait pas où courir, qui est quand même assez déboussolé. Quelqu'un, il ne montrera jamais ça, mais qui, je pense, est profondément humilié et blessé parce qu'il est touché dans ce qui faisait son ADN, sa compétence. Et alors, on nous dit, bien sûr, avec les espions de l'Élysée, que, évidemment, ce qui le fait le plus souffrir, c'est tout le débat sur la dette en mode bonjour les amateurs, mais ce qui le fait souffrir, c'est à quel point ce débat retentit à l'international. Apparemment, il a piqué une crise l'autre jour quand il a vu le Frankfurt Allgemeine avec des éditos épouvantables en Allemagne sur Macron le nul, Macron le cancre. C'est très difficile. Alors vous allez dire c'est une pécadille, mais non, parce que si on se passe de son point de vue à lui, c'est absolument terrifiant. Donc on voit bien qu'il ne sait pas dans quel sens danser, dans quel sens aller. La commémoration, il me fait penser à François Hollande quand il s'est lui-même fait harakiri en annonçant qu'il n'était pas candidat à sa succession. Bon, après, vous inaugurez les chrysanthèmes. Hein. Oui, enfin, François Hollande, c'était en décembre 2016. Là, c'est 3 mois avant l'échéance, 3 ans avant l'échéance. Mais je suis d'accord avec vous. On ne va pas pouvoir continuer 3 ans avec un Macron erratique. Il est vraiment erratique. Et le problème, c'est que plus il va perdre de puissance parce que mécaniquement et institutionnellement, il va faire de moins en moins peur parce que de toute façon, plus on va avancer, plus il va partir. Et plus il va se révolter contre son impuissance et il est capable de toutes les embarder. Moi, c'est ça qui est inquiétant. Il y a le discours un peu pathos et en empathie avec lui, et puis il y a le discours politique qui est qu'il n'y a rien de pire qu'un chef d'État qui s'emmerde. Voilà. Alors, hier, c'était le prélude. C'est très beau, très belle formule. Très belle formule, très belle formule. C'était le prélude hier d'un vaste programme avec les commémorations, on le disait, du débarquement, 80e anniversaire. Il se rendra ensuite pour un premier hommage aux parachutistes le 5 juin en Bretagne et en Normandie. Le lendemain, pour les 80 ans du D-Day, il présidera une cérémonie britannique, américaine et canadienne avec des vétérans. Russes, hein. Avec des vétérans et des Russes. Le 7 juin, la persistance de la République à Bayeux, avec le référence au fameux discours du général. Puis, 3 jours plus tard, à Tulle et Oradour-sur-Glane, avec le théâtre des massacres de la division d'Asreich. Et enfin, le 18 juin, traditionnel hommage à l'appel du général, mon valérien. Je le cite, c'était le mois dernier dans une vidéo, le président, 2004 fera mémoire de la renaissance de notre nation. C'est bien normal que le président mette le paquet sur cet anniversaire d'un grand événement, mais est-ce qu'il ne cherche pas, lui, à donner un sens politique à ce qui n'est qu'une commémoration classique, et surtout quel impact dans l'opinion, Frédéric Dabi? Moi, je vais vous surprendre. Ce que dit Françoise,
je trouve cette analyse extrêmement fine et stimulante. C'est vrai qu'un président... Il est sympa, Frédéric. Non, mais je pense sincèrement... Mais parfois, on n'est pas d'accord. Oui. Un président, dans un second mandat, ne supporte plus de perdre son autorité. Jacques Chirac, jusqu'en janvier 2007, avait laissé, via Claude Chirac, l'idée, peut-être qu'il sera candidat. Il y a même eu quelques sondages très mauvais, etc. François Mitterrand, malade pour ne pas dire, mourant, n'avait absolument rien lâché, voulant faire perdre Balladur. Et je pense que Emmanuel Macron, qui voit les enquêtes d'opinion, qui voit que sur l'item A de l'autorité, il baisse de plus en plus parce que de plus en plus, on va basculer dans l'après-Macron. Mais, s'agissant de votre question, David, la question des commémorations, à titre personnel, et je le pense, il est tout à fait dans son rôle. Oui. Les Français aiment l'histoire. Il y a une obsession, polarisation sur la Seconde Guerre mondiale. Giscard ne l'a-t-il pas payé lorsqu'il a supprimé le 8 mai comme jour férié, ce président qui ne savait pas que l'histoire était tragique, comme disait Raymond Aron. Par contre, en termes d'image, au terme d'impact, ça sera zéro. Les Français vont apprécier les discours. Moi, j'ai vu le premier hommage il y a une semaine au Vercors qui était absolument magnifique. Le discours était très beau, mais les Français font la part des choses. Au-delà de ça, ils regardent le pouvoir d'achat, ils regardent l'insécurité, ils regardent l'école, qui est un lieu de presque névrotique, de polarisation, de signes que le pays est en déclin, école, hôpital, et ça ne change à rien. Rappelez-vous François Hollande, qui rend un hommage magnifique en septembre-octobre 2012, après la tuerie de Montauban et Toulouse, en présence du Premier ministre israélien. Il y a un discours qui passe sur toutes les chaînes. C'est le moment où il s'effondre dans les enquêtes d'opinion à cause du choc fiscal, à cause du ras-le-bol fiscal. Donc, moi, je trouve que c'est très bien qu'il le fasse. Il faut commémorer toutes les grandes dates de cette guerre. Il ne faut pas oublier l'opération Bagration, s'il y a une opération importante au mois de juin pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas le 6 juin, c'est ce qui s'est passé sur le front de l'Est avec le front allemand complètement enfoncé sur, à la fin, presque 1000 km gagnés par l'armée rouge. Mais voilà, les Français feront la part des choses. On peut faire une parenthèse, et Michael va parler, mais je ne peux pas critiquer l'idée que nous invitions la Russie. Avec ce qu'a fait la Russie, nous serions tous en train de parler allemand, et nous serions tous en train de lever le... Non mais, je veux dire, merci la Russie, merci l'armée rouge, merci Stalingrad, merci Leningrad, merci le sacrifice, 27 millions de morts. Non pas les ricains, mais si les Russes n'étaient pas là. 27 millions de morts. Hein. Donc le prix que les Russes ont payé, c'est 4 ans et demi, Leningrad, 4 ans et demi le siège. 3 ans de siège. Comment on tient en mangeant des rats, en s'encourageant, en jouant de la musique classique dans les couloirs. Il y a ce truc-là de la Russie qui est tellement puissant pour nous, et on est tellement désespérés que Poutine nous empêche finalement de pouvoir toujours renouer avec cette âme russe qui est exceptionnelle et qui, voilà, et donc très bien que la Russie soit invitée. Alors, je reviens à la politique. La majeure partie de ces commémorations aura lieu juste avant le vote du 9 juin pour les européennes. Michael Bloch, je peux pas croire que le président Macron ait une petite idée derrière la tête quand il multiplie ces cérémonies. On peut pas lui faire ce procès, non? Michael? Ah, on a perdu Michael. Bon, Françoise, alors, je vous pose la même question. Non, bien sûr, on peut, évidemment, enfin, tout est politique, tout est calculé, tout est normal, il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier, à essayer, comment dirais-je, de faire coordonner l'agenda. Après, Emmanuel Macron, il a un problème, je rejoins ce que disait Frédéric, je prends les chiffres de Frédéric, là, avec le rolling IFOP fiducial, objectivement, quand on est à 15 points d'écart, je veux bien que ça soit résorbable, mais je pense que ça n'est pas rattrapable. Ça n'est pas rattrapable. C'est très difficilement rattrapable. En 2019, c'était 3-4 points. Oui, mais en fait, mais Frédéric, là, je parle sous votre contrôle parce que j'ai peur que ma mémoire me joue des tours, mais je ne crois pas. 2018, 2019, il a le grand débat. Il est omniprésent sur l'ensemble des chaînes. On fait le show Macron en bras de chemise tous les jours. Toutes les chaînes sont mobilisées et on voit bien que ça remonte. Il fait une véritable substitution avec Nathalie Loiseau parce que vous avez raison, c'est un vote d'étiquette, hein, le vote des européennes. Donc, on voit bien qu'il a le levier du grand débat, c'est-à-dire une saturation de l'espace médiatique, une saturation des analyses politiques qui fait qu'il peut remonter. Quel est son levier aujourd'hui? Il n'y a plus de grand débat possible, ça ne peut pas être les commémorations. Mais vous êtes d'accord, Frédéric? Complètement. 2019, c'est le sillage du grand débat où il est en reconquête en termes de popularité. Et Macron, après le mouvement des Gilets jaunes, Françoise, incarne l'ordre et la sécurité face à la survie. C'est la première élection où
La majorité, qu'on appelle En Marche ou Renaissance, arrive en tête chez les personnes âgées. Ça a été confirmé à la présidentielle. Et puis, l'émetteur Macron n'est pas un émetteur cassé sur l'Europe. Aujourd'hui, comme disait mon maître Jean-Luc Parodi, ce que tu es est parfois si fort qu'on n'entend plus ce que tu dis. Il va sans doute... Il a envisagé une émission type La Sorbonne, où il va être, à mon avis, très bon, mais l'émetteur reste abîmé. Et puis, il y a maintenant cette concurrence pour incarner la voix pro-européenne avec, par exemple, Glucksmann, voire avec François-Xavier Bellamy. Alors, je vais citer un éditorialiste un édito qui m'a frappé, c'est celui de Nicolas Bevresse dans Le Point il y a 15 jours. Je cite « La mémoire est instrumentalisée et détournée pour devenir une politique. Emmanuel Macron se réfugie dans les projets sociétaux et les commémorations pour tenter d'occulter son incapacité à moderniser le pays, à rassembler les Français autour des réformes que chacun sait indispensables, mais qu'il se refuse à réaliser. » Vous êtes d'accord, Françoise ? C'est Vraiment, c'est de la petite analyse bas de plafond. Sérieusement, ah bon ? Oui. Enfin, moi, j'ai aucune admiration. C'est plaqué, c'est caricatural. Ça ne tient pas compte de tout ce que Frédéric analyse depuis des années, que moi aussi j'analyse, que je constate par ma double casquette. Ça ne tient absolument pas compte de la psychologie. Il fait pas ça pour faire oublier. Ça, c'est débile. Ça, c'est des trucs. C'est même pas première année de Sciences Po. C'est jeune stagiaire du service politique. Oui, ça c'est la première analyse. Mais je pense qu'on ne mesure pas ce que signifie pour un président de la République le désir de laisser quelque chose dans l'histoire. Un président de la République, quand il va commémorer l'histoire, c'est qu'il veut rentrer dans l'histoire. Il veut s'en imprégner, il veut en être. Aujourd'hui, savez-vous ce qu'il faut comme psyché pour arriver à l'Élysée, pour passer la dernière marche ? Ok, donc ils ne raisonnent pas, ces gens-là, comme nous, pas plus Sarkozy, Hollande et Macron, parce que même Hollande a été un vrai président en la matière, c'est-à-dire une psyché qui échappe à toute logique, au commun des mortels, tout sentimentalisme que nous pouvons avoir. Ces gens-là sont des lames, vraiment des lames. Ils ont l'air très gentils, très ronds ou pas, ce sont des lames. Pour Emmanuel Macron, il y a une chose qui doit rester, c'était le cas de François Mitterrand qui avait fait mettre sa signature sur la voûte de la salle des fêtes. Emmanuel Macron, on a appris qu'il a signé des piliers quand la salle des fêtes a été refaite. Il y a, bien sûr, c'est Pharaon. C'est même pas, comment dirais-je, le président de la République, on dit c'est le roi. Moi, je dirais plutôt, quand je vois Mitterrand, quand je vois Macron, on est plutôt chez Pharaon. C'est-à-dire, on cherche l'éternité. Et ça, si vous voulez, pour Emmanuel Macron, je fais un petit cours à Nicolas Bevresse pour qu'il sorte à côté de son côté bas de plafond. Première année. Il appréciera. Mais ça reste entre nous, hein, Heureusement que tout ceci reste entre nous. Il faut aller regarder ce que Emmanuel Macron, dans le fond de sa vie, va aller chercher. Emmanuel Macron, il veut rester dans les livres d'histoire. Il ne veut pas rester comme le titre qu'a réformé la sécurité sociale, la retraite pour la 14e réforme et la SNCF. Il ne veut pas rester comme le type qui va donner les clés à Marine Le Pen avec 5 000 milliards de dettes. Vous comprenez que pour lui, si on ne comprend pas que pour une psyché comme ça, c'est insupportable, on ne comprend rien à la politique. Emmanuel Macron, il va dans l'histoire parce qu'il a besoin d'être dans l'histoire, parce qu'il ne veut pas finir comme un alinéa. Tu ne peux pas passer de Jupiter, si tu veux, à un astérisque, chapitre Macron, quinquennat, 3 lignes, bonsoir et la suite. Michael Bloch, vous êtes d'accord ? Pardon. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, et quand Françoise parle de s'imprégner une histoire, il faut se rappeler que c'est une histoire qui est quand même qui est assez récente. Moi, je réécoute, en réécoutant le discours là sur le Vercors, voilà, mon grand-père, par exemple, a combattu dans le Vercors, donc André Black, donc c'est très, très émouvant de réentendre ça. Et c'est une histoire qui finalement évoque celle de nos parents, de nos grands-parents, qui est une histoire tout à fait récente. Et il faut, enfin voilà, le jour de ses vœux au mois de décembre, le 31 décembre, il l'a dit, il l'a clairement annoncé. Oui, il l'a dit dans ses vœux, il l'a pas dit comme ça, mais on va bouffer du Macron et de la commémoration. Il a dit une année de fierté française avec évidemment millésime français de fierté. Et voilà, ça lui permet effectivement de tracer un chemin, de tracer surtout une continuité effectivement historique entre ce qu'il il veut laisser dans l'histoire, le chemin qu'il veut donner à la France et les grands moments du passé où après parfois des défaites, des moments terrible. Enfin voilà, faut imaginer ce que c'était 1940. Voilà, Marc Bloch l'a très bien écrit dans son livre, et cet effondrement français et le fait que la France en 4 ans a su rebondir. Et c'est effectivement, ça peut être une métaphore. Alors, on n'est pas au niveau de 1940, mais dans une dépression un peu parfois générale, une idée de déclin, etc. De dire la France, voilà, elle a toujours des atouts et elle peut toujours se relever même des difficultés. Et ça, effectivement, quand l'histoire,
ça donne parfois de l'espérance et de l'espoir. Vous êtes d'accord, Frédéric? Il y a la volonté de rentrer dans l'histoire alors que son règne s'approche de sa fin? Je ne vais pas redire ce que Françoise et Mickaël ont très très bien dit. Il y a rentrer dans l'histoire, il y a je dirais l'itinéraire et l'objectif du président, plus ou moins vrai, plus ou moins affiché, mais il y a derrière le corps des Français. Il y a l'histoire, il y a l'imaginaire des Français. Cette question du déclin qui est complètement structurante, on n'a jamais vu autant les Français évoquer, alors pour citer un titre d'un livre de M. Bavresse que Françoise a un petit peu égratigné. Oui, un tout petit peu, mais ça reste entre nous. On comprend le montage. C'est vrai que la France qui tombe... On ne coupe rien au montage. Non, mais je plaisante. Ça lui fait les pieds un peu. Je plaisante. Non, mais c'est vrai que pour une partie importante des Français, cette France qui tombe, ça remonte à mai 40, à juin 40. Et c'est vrai que tisser ce lien, parler de cette période. Et lui, c'est vrai que, effectivement, et Françoise a eu raison de parler. À mon avis, Emmanuel Macron ne pense qu'à une chose, ne pas remettre les clés de l'Élysée en mai-juin 2027 à une Marine Le Pen, ne pas être le Obama français qui avait intronisé, si je puis dire, et fait entrer à la Maison-Blanche Donald Trump. Donc, on est sur quelque chose qui n'est extrêmement pas politique, pas seulement historique, mais ça touche les tréfonds du pays. Juste un mot, je voulais dire, je suis d'accord avec ce que dit absolument Frédéric sur cette drôle de guerre. Nous n'avons pas encore réglé et digéré, on parle toujours de la guerre d'Algérie, moi je ne crois pas, nous n'avons pas réglé 1940, nous n'avons pas réglé ce moment sidérant pour les Français où la plus grande armée du monde, sublime, avec cette fierté, qui avait plus de chars que les Allemands, s'effondre en quelques semaines. Cette humiliation française, elle est au fond de nos cœurs, au fond de nos âmes. Et pour le moment, à part bien sûr De Gaulle, mais qui a mis la poussière sur tout un tas de choses et qui a mis le tapis sur tout un tas de choses pour la réconciliation nationale, nous n'avons pas réglé collectivement cette défaite, cette humiliation portée à la France. Et je pense que si on s'intéressait à ça psychanalytiquement, psychologiquement, on verrait qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'attitudes qui ont découlé de nos prises de décision politiques, de ce trou noir et de cette effet traumatique collectif de tout un peuple qui a eu lieu en 1940. Eh bien merci les amis pour vos infos, explications. C'est pour Bavresse, il veut faire un édito intelligent la prochaine fois. Merci pour vos explications lumineuses, analyses, éclairages. Nous savons tout des 100 jours du Premier ministre, de l'ascension de Raphaël Glucksmann et de la commémorationnite aiguë du président. Bonne soirée, bonne fin de semaine à tous. La semaine prochaine, pas d'émission puisque on parlait du pharaon. Voilà. Eh bien, ce sera Pessard. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, Raksaméar. Et d'ici là, je compte sur vous, votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J, tout ceci reste entre nous. Prenez bonnes décisions vous pour Pessard. Je compte sur vous, les amis. Excellente soirée et à très bientôt.